Donc, je termine l'explication du principe de la méthode K-médoïde. Donc, on a un ensemble de points ici, le nuage de points que j'ai généré en Python. Donc, le nombre de points aussi, tout dépend de votre problématique. Le nombre n, il est fixé. Dans mon cas, dans mon Python, dans mon programme Python, j'ai fixé n égale à 50 points. Donc, puis on va faire la sélection aléatoire de K-médoïdes initiaux. Donc, qui dit K-médoïdes initiaux, c'est-à-dire les K points qui vont être les centres de chaque cluster. Donc, automatiquement, on a K clusters. Parce que chaque cluster contient un médoïde. Donc, vous voyez ici qu'on a 3 points. Donc, K égale à 3. En bleu ici, ce sont les médoïdes. Et les autres points, ça s'appelle les points non médoïdes. C'est-à-dire ce ne sont pas des médoïdes. Donc, les 3 points en bleu sont les points médoïdes. Les points en gris sont les points non médoïdes. Puis on va affecter les nœuds aux plus proches médoïdes. Donc pour pouvoir, c'est-à-dire ajouter les éléments à chaque médoïde, on va prendre les points qui sont proches de chaque médoïde. Donc pour ce médoïde-là, on a ces points-là, on a pris ces points-là, les 4 points ici, pour créer un cluster. Pour le deuxième cluster, on va prendre ce médoïde et on va lui affecter les éléments qui sont plus proches. Donc, qui dit plus proche, c'est selon une métrique qu'on va calculer. Il y a plusieurs façons de calculer cette métrique, entre autres la distance euclidienne. C'est-à-dire, on va prendre les points qui sont plus proches de ce point-là, médoïde. Et puis, au troisième cluster, la même chose. On a le médoïde ici. On va lui affecter, c'est-à-dire, on va affecter les points dans le cluster avec la similitude, c'est-à-dire le calcul de la distance euclidienne, par exemple, pour prendre les points les plus proches de ce médoïde. Donc, on a 3 clusters avec leurs éléments. Donc, on va essayer de faire des substitutions. Que veut dire des substitutions? On va essayer d'échanger les médoïdes de chaque cluster pour pouvoir faire une reclusterisation. C'est-à-dire avoir d'autres clusters, dans le but d'avoir des clusters de bonne qualité. Que veut dire de bonne qualité? Les éléments qui appartiennent au même cluster doivent avoir beaucoup de similarités et moins de différences. Vous voyez bien. Donc ici, on a rechangé, donc la substitution, on a échangé bien sûr les clusters, on a d'autres médoïdes, vous voyez en rouge, donc c'est d'autres médoïdes, on va calculer le coût total de la substitution. Donc bien sûr, on va voir est-ce que cette substitution, c'est-à-dire l'échange des médoïdes avec d'autres médoïdes, c'est-à-dire on va prendre des points non médoïdes et les proposer comme de nouveaux médoïdes, si le coût il est minimum, il se minimise, c'est bien, on va faire cet échange-là. S'il n'est pas minimum, on va pas faire l'échange. D'accord? Donc, calculer le coût total de la substitution et voir, et on va refaire les mêmes étapes de 2, 3, 4 jusqu'à avoir un test d'arrêt atteint. On va parler après sur le test d'arrêt de la méthode K-médoïde. Bien, donc en général, c'est ça le principe général d'une façon illustrative de l'algorithme de K-médoïde pour que l'étudiant comprenne bien les différentes étapes. Bien, donc on l'a vu ici pour pouvoir échanger les médoïdes, c'est-à-dire du bleu vers le rouge, avoir de nouveaux médoïdes, donc avoir de nouveaux clusters. Et le fait d'avoir de nouveaux clusters, c'est des clusters de bonne qualité. Donc dire des clusters de bonne qualité, c'est des clusters, comme je viens de le dire, qui réalisent une grande similarité intragroupe, c'est-à-dire les éléments d'un même cluster ont une grande similarité entre eux et une faible similarité intergroupe. Et les groupes sont différents, les clusters sont différents, c'est-à-dire la similitude elle est minime. Donc c'est ça la qualité d'un bon clustering. Maintenant, on a vu que pour faire cet échange-là, on en a besoin de faire, ou bien pour pouvoir joindre un élément à un cluster, on fait des calculs de similitude. Donc la mesure de similarité dans l'algorithme de K-médoïde, il y a plusieurs façons de le faire. Donc pour comparer l'homogénéité ou la ressemblance ou bien la similarité entre deux objets, par exemple ces objets-là peuvent être des points, des images, des classes, des phonèmes, tout dépend du type de données qu'on a entre les mains. C'est-à-dire les données qui vont subir le clustering, ils sont de tout type. Tout dépend de votre problème. Ici, je présente l'algorithme K-médoïde d'une façon générale. Le fait qu'on a des données et je voudrais faire des clusterisations. Dans mon cas, dans mon programme Python, mes données vont être représentées par des points sur le plan, c'est-à-dire géométrique. C'est des points qui ont des abscisses et des coordonnées, des ordonnées. Mais que veut dire, que représente le point? Tout dépend de votre problème. Ça peut être des images, des points, des classes, des tables, etc. Donc, il faut pouvoir mesurer la similarité ou bien la dissimilarité entre eux. La similarité, c'est-à-dire l'égalité, ou bien la dissimilarité, c'est-à-dire la différence. Donc, il y a plusieurs mesures ou bien métriques de similarité pour prouver la similarité entre les objets ou bien entre les données.
Selon Bisson, je vois c'est-à-dire la référence 9, selon Bisson, j'ai emprunté ce texte-là. Tout système ayant pour but d'analyser ou d'organiser automatiquement un ensemble de données ou de connaissances doit utiliser sous une forme ou une autre un opérateur de similarité dont le but est d'établir les ressemblances ou les relations qui existent entre les informations manipulées. Donc, il faut, si on voudrait réorganiser ou bien regrouper ou bien partitionner un groupe, un ensemble d'éléments, ou bien lui appliquer le clustering, il faut utiliser un opérateur de similarité. Donc la similarité est une partie importante de la définition d'une méthode de clustering. Il faut, c'est-à-dire c'est très important le choix de la façon de mesurer cette similarité parce que c'est grâce à elle qu'on va choisir les éléments de chaque cluster et aussi choisir les médouides. Donc, elle consiste en effet à définir et formaliser une mesure de similarité adaptée aux caractéristiques des données. Donc, le choix d'une métrique, bien sûr, c'est selon vos données de votre problème à traiter. Donc, entre autres, je peux citer quelques métriques utilisées. Donc, si les composantes des vecteurs de données d'instance sont toutes dans les mêmes unités physiques, alors il est possible d'utiliser les métriques pour réussir à grouper ou bien à partitionner les données similaires, comme, c'est-à-dire, je peux citer comme métrique le calcul grâce à la distance euclidienne. On va expliquer, donner la formule et on va expliquer cette distance, la distance de Manhattan ou bien la distance de Minkowski. Et il y a plusieurs métriques, tout dépend de votre problème et le type de vos données et la présentation de vos données. Mais en général, ce sont 3 métriques les plus utilisées. Donc dans mon cas, je vais utiliser, c'est-à-dire la métrique utilisant la distance euclidienne pour l'implémenter en Python. Maintenant, je reviens sur mon point important. Quand est-ce que je vais dire que j'ai réalisé un clustering optimal ou bien de bonne qualité? Donc une méthode de regroupement ou bien de clustering permet de garantir, elle est de bonne qualité si elle permet de garantir une grande similarité intragroupe dans le même cluster, une faible similarité intergroupe dans les clusters différents. La qualité d'un regroupement ou bien d'un clustering dépend donc de la mesure de similarité utilisée par la méthode et de son implémentation. Donc le choix de la méthode de mesurer la similarité, elle est très important. Ou bien de la formule pour mesurer la similarité entre les éléments des clusters, c'est très important. Donc note ici, c'est une petite remarque que je vous donne. Ce principe-là de mesurer la bonne qualité d'un clustering revient, bien est similaire aux 2 principes qu'on retrouve en génie logiciel, donc dans le domaine de la modularité. Pour faire une bonne modularité dans la conception d'un logiciel, il faut respecter un faible couplage et une forte cohésion. Donc le même module doit être cohérent et les éléments du même module doivent avoir une bonne relation entre eux et un faible couplage, et les modules doivent être indépendants au maximum pour avoir une application lisible et facile à maintenir. Très bien. Donc c'est une idée qui vient, c'est-à-dire que j'ai déduit sur la mesure de la qualité d'un bon clustering. Maintenant ici, je résume l'algorithme de K-médouide que je vais implémenter en Python. Donc on va commencer premièrement par une sélection de K points qu'on appelle médouide à partir d'un ensemble de points de données de taille n. Donc on a n données, on va choisir K médouide. Donc c'est sûr que le nombre n il est supérieur au nombre K. La sélection peut être arbitraire, c'est-à-dire aléatoire, ou bien on peut utiliser des métriques pour choisir ce nombre K, qui est le nombre de médouides, ou bien indirectement le nombre de clusters. Après la sélection des K points médouides, il est associé à chaque médouide l'ensemble des points donnés qui sont le plus proches du médouide, avec bien sûr une non-similitude minime. Donc ici on va essayer de joindre à chaque médouide des éléments dont la similitude elle est minime, c'est-à-dire en utilisant bien sûr une métrique de calcul de la similitude. Donc on va joindre les points aux médouides qui ont des caractéristiques en commun avec le médouide d'une façon générale. Et sur le plan calcul, qui ont une similitude, c'est-à-dire une différence minime ou bien une grande similitude. Donc la similitude est définie à l'aide de mesures de distance telles que la distance euclidienne, la distance de Manhattan ou bien la distance de Minkowski.
Troisièmement, pour chaque médoïde, bien chaque, c'est-à-dire centroïde, le centre du cluster, qu'on va nommer M, on va sélectionner au hasard, aussi aléatoirement avec un random, un objet ou bien un élément non médoïde qu'on va nommer O.